Donc bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être présents pour notre premier webinaire organisé par l'objet interdisciplinaire Alliance pour le changement climatique maintenant. Webinaire Agir pour les transitions environnementales. On vous donnera un petit peu plus d'informations là tout à l'heure. Alors, je vais peut-être juste rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Maxence, si tu peux passer à la slide d'après. Voilà. Donc, en fait, je coordonne pour le moment, depuis 1 an, l'objet interdisciplinaire de l'Université Paris-Saclay qui s'appelle ALLCAN, Alliance pour le changement climatique maintenant, qui a été construit en 2021 et qui est un objet à l'interface entre science, technologie et société. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller vers l'action. Donc, on a des notions d'action, de vitesse, de dialogue. Et nous avons une construction qui est basée d'abord sur un diplôme universitaire qui s'appelle Agir pour le climat. Voilà. Et donc, je vais vous présenter l'équipe et ensuite, je vais laisser la parole à Maxence. Donc, l'équipe qui travaille vraiment au cœur de ALLCAN aujourd'hui est constituée de Maxence Rojo, qui est notre chef de projet et l'animateur de la session de ce matin. Nous avons ensuite Laurent Zimmer, chercheur au CNRS, et Jeanne Gérardi, professeure à l'UVSQ, tous les deux co-responsables de la formation et notamment du diplôme universitaire Agir pour le climat. Nous avons aussi Aymeric Vier, professeur à Centrale Supélec, qui est responsable de la partie recherche, et Fanny Foulon, qui est la manager pédagogique. Et puis, nous avons d'autres enseignants-chercheurs et chercheurs qui nous aident aussi activement. Et je vais maintenant laisser la parole à Maxence pour présenter les webinaires et leurs objectifs et ensuite présenter notre intervenant de ce jour. Merci à Bien. tous. Et Merci Maxence, n'oublie pas Nathalie. d'enregistrer. Oui, normalement, c'est bon. Du coup, bonjour à tous. Alors, un mot très rapide sur ces webinaires. Donc, ça va être un cycle de webinaires. Donc, on vous propose un rendez-vous mensuel avec des spécialistes et des professionnels qui sont vraiment issus de divers domaines pour discuter de la mise en œuvre pratique des solutions face aux problèmes environnementaux contemporains. Donc, l'idée, c'est d'aborder surtout des solutions concrètes face à ces problématiques, de pouvoir échanger avec des spécialistes et des acteurs de terrain, et puis essayer de confronter à la fois les constats scientifiques que nous dressons ici depuis des années à la réalité de la mise en œuvre de ces solutions sur le terrain. Et puis, ça nous permet aussi d'illustrer, de donner à voir une diversité d'exemples et de démarches pour aborder ces solutions et voir comment ça peut être déployé à plus grande échelle, comment ça peut être généralisé à d'autres cas. Et du coup, je vais passer la parole tout de suite au professeur Famti qui nous a fait l'amitié d'être présent aujourd'hui pour ce premier webinaire. Et sans plus tarder, je lui passe la parole pour ce premier, je vais donner l'intitulé quand même, santé humaine, réchauffement climatique et pollution, quelle relation? Et donc, on va voir ça tout de suite. Génial. D'abord, merci infiniment pour cette invitation. Je suis vraiment très, très heureux de pouvoir participer à cette formation. Donc, je m'étais présenté à l'équipe en me disant, bon, si vous parlez de relations humaines et environnement, qu'est-ce qu'il en est de la santé, hein. Donc, c'est un cours normalement qui dure 3-4 heures et on va le résumer. Je vais vous présenter un maximum d'éléments qui me semblent importants et puis surtout un trousseau d'outils pour pouvoir appréhender les problèmes bien cernés et savoir de quoi on parle. Donc, je suis... alors, du coup, ça y est, c'est lancé, c'est parti. Oui. Vous voyez? En affichage, intervenant. Non, affichage, pour savoir où j'en suis en fait. Non, on ne voit plus la présentation, Maxence. Ah mince, attendez. Je vais retenter.
Donc, l'idée est de garder 1 heure au total, hein, donc 40 Ouais. minutes de présentation et puis une vingtaine de minutes pour qu'on puisse avoir une discussion Bien avec les sûr, personnes qui sont bien sûr. connectées. Et pour toute personne, soyez gentils d'éteindre vos micros et vous pouvez poser des questions dans le chat pendant la présentation et on les relaiera. Donc Et là, là, C'est bon. Maxence, on voit le mode présentateur et pas le mode d'affiche. Bah, Voilà, faut juste plein changer le. écran. On va y je... arriver. On va y arriver. Ok, alors pourquoi il Donc, me fait en ça? attendant, je vais vous présenter un peu mon parcours. Donc, je suis médecin de formation, pédiatre de formation, formé à Paris, à l'hôpital Necker, et rapidement intéressé aux problèmes respiratoires, d'asthme. Mon ancien maître à l'époque me disait, mais en fait, il y a une part de l'intervention de... Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, Maxence, c'est qu'à chaque fois que je voudrais passer la diapositive, je lèverai la main comme ça. On fait un signe Entendu. entre nous comme ça sera Très plus bien. facile. Très parfait. Merci beaucoup. Et donc, à l'hôpital Necker, on me disait, mais il faut que tu t'intéresses à l'allergologie, hein, finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'environnement, il n'y a pas que le terrain génétique. Et pour comprendre l'allergologie, ben, il faut faire de l'immunologie, c'est-à-dire regarder les mécanismes en fait cellulaires de cette inflammation. Et de fil en aiguille, après une thèse en immunologie, je me suis intéressé à l'environnement parce que l'environnement, ben, c'est tous les cofacteurs, notamment la pollution, on va en parler, mais tout ce qui va venir donner un coup de fouet au système immunitaire pour déterminer l'incidence des maladies respiratoires et allergiques. Et on sait que cette cascade immunologique, cette inflammation, est sous la commande de ce qu'on appelle l'axe neuro-endocrinien, c'est-à-dire le petit cerveau qui est là. De fil en aiguille, en travaillant pour l'armée notamment et à l'école polytechnique, on s'intéresse à la commande centrale cérébrale et on sait que l'activité neuropsychique eh bien, vient jouer sur cette commande immunitaire au travers du système nerveux autonome. Voilà donc tout ce parcours pour expliquer un petit peu, et ça sera un peu le plan de cette présentation pour décortiquer tous ces mécanismes. Génial. Donc, le dérèglement climatique, avec tous ces items que je vous liste là, va avoir une influence sur la santé humaine. Alors, bien sûr, on ne va pas voir tous ces aspects-là, et je vais me focaliser sur celle qui est la plus visible, la plus prégnante, et celle qu'on peut aborder, mais on peut décliner en fait ceci sur tous les organes. C'est le côté respiratoire. Donc la hausse des températures, la pollinisation précoce, on va revoir tout ça, les phénomènes climatiques aigus, la pollution, les infections, etc. Et puis des aspects tout à fait généraux comme les déplacements des populations, les ressources alimentaires, etc. Donc ça, ce sont des éléments à plusieurs niveaux qui peuvent indirectement ou directement agir sur la santé. Donc, l'OMS prévoit quand même qu'il y aura un certain nombre de décès supplémentaires dus à ce réchauffement climatique. Mais là, vous voyez que cette annonce, c'est essentiellement auprès des populations qui sont soumises à l'action du paludisme, de la malnutrition et puis des infections bactériennes, virales, dans le monde entier. Donc il faut savoir lire en fait ces prévisions à différents niveaux. Le stress thermique aussi joue un rôle. On va revoir ça un petit peu en détail. Hop, je vais être comme ça. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver dans la littérature scientifique un certain nombre de schémas avec tout autant de flèches animées ici et qui montrent que eh bien, les relations sont très complexes entre les facteurs identifiés, entre l'augmentation de température, les événements extrêmes, la qualité de l'air, l'eau, les écosystèmes. Et on voit que, eh bien, il y a une présentation des conséquences de manière extrêmement variée en fonction. Alors là, c'est pour vous donner quelques exemples. Je vais vous en donner un autre derrière. Suivante.
Voilà, donc ça, c'est par rapport aux allergies, à l'exposome dont on va reparler tout à l'heure, mais bon, vous voyez que plus il y a de flèches, plus il y a d'éléments, et plus c'est compliqué pour vous dire que l'équation suivante, eh bien, elle est, je ne sais pas si Maxence me voit bien chaque fois que je lève la main, c'est pour, parce que en fait, l'idée là, si vous voulez, c'est que je vous montre la diversité de la présentation des mécanismes de, de, de ces conséquences du climat et des différents cofacteurs. Et vous voyez que bon, bah, ça aboutit à des présentations différentes. Tout ça pour vous dire que, eh bien, on peut prendre le problème par différentes voies et globalement, on a une atteinte sur les différents organes respiratoires, cardiovasculaires et puis les maladies infectieuses suivantes. Voilà, donc ça c'est aussi une présentation autour des manifestations allergiques. Vous voyez qu'on a une influence des polluants, de la pollution intérieure, extérieure, de l'alimentation. On voit jusqu'à aux allergènes. On va parler de la biodiversité, des espaces verts et des biocontaminants. Suivante. Donc, je reste pas longtemps sur ces diapositives parce que finalement, bon, de toute façon, vous aurez droit à tout ça, hein, vous regarderez ça de manière plus détaillée, mais effectivement, on peut classer les conséquences en chapitres comme ça avec une vulnérabilité, une augmentation des facteurs de risque en fonction des expositions, et puis le climat vient appuyer comme ça sur ces facteurs-là pour déclencher ces pathologies. Suivante. Alors, c'est vraiment très intéressant quand on lit les résumés et les études, notamment ici, qui ont eu lieu suite à la COP27. Et on voit qu'on peut classer effectivement les conséquences du réchauffement en fonction de ces thèmes, nourriture et eau. Les maladies, bien sûr, parce que ça va toucher un grand nombre de patients via les maladies vectorielles, les virus, les conséquences migratoires et puis les conditions météorologiques. Donc ça, ce sont des éléments qui sont des méta-cofacteurs, je dirais, qui viennent aggraver ça. Suivante. Donc effectivement, en fonction des projections, on va avoir un impact plus ou moins fort sur ces cofacteurs et on voit que eh bien, sur les facteurs globaux, on a beaucoup plus de conséquences hein, par rapport, par exemple, à la qualité de l'air ou à la chaleur. Suivante. Donc, on peut classer cela par organe, bien sûr, avec des conséquences sur le niveau respiratoire, sur les différentes surfaces. Hein. C'est comme ça que je classe les conséquences en fonction des surfaces corporelles. Donc, on a une surface respiratoire, on a une surface digestive et on a une surface cutanée. Et donc, je mets le cerveau comme étant une surface aussi, hein, avec ses replis. Donc, on a une surface, on va dire, cérébrale. Et le système immunitaire qui traverse tout ce millefeuille et qui vient faire la régulation. On reverra ça tout à l'heure. Suivante. Donc, un terme que vous devez retenir et qu'on utilise beaucoup en médecine, en allergologie, c'est le terme d'exposome. Donc, l'exposome, alors, attendez, voilà. Donc, l'exposome, c'est tout ce à quoi l'organisme est en contact. On a un exposome externe qui est spécifique, hein, directement en contact avec les surfaces dont que je viens de vous décrire, l'alimentation, l'air, les contaminants, les infections aussi. L'exposome général, donc ces facteurs qui sont au-dessus hein, du climat, des conditions socio-économiques, et puis un exposome interne, donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, et notamment les microbiotes, parce qu'on parle des microbiotes, il n'y a pas simplement le microbiote du système digestif, hein, mais il y a toutes les populations bactériennes qui sont sur les autres surfaces, c'est-à-dire la peau, les voies respiratoires et même les poumons, en fait, il y a, même si c'est censé être stérile, des germes.
Donc, on voit que déjà l'augmentation des températures, tout simplement dans le monde, a déjà un effet sur la mortalité globale. Et on voit que les pics de température, et notamment plus dans le froid que le chaud, eh bien, vont augmenter la mortalité due à des infections, à des pathologies fragilisant l'organisme. Et donc, ces hausses de température, on a calculé que, notamment en été, il y avait une augmentation de la mortalité, des taux d'hospitalisation. Pour 1 degré, on a une augmentation un peu plus de 1% du risque d'hospitalisation. Donc, on a vraiment un effet direct des températures sur l'état de santé des gens. On l'a vu notamment sur les périodes de canicule. Et pour les maladies respiratoires, et notamment pour l'asthme, c'est énorme. On a un risque de mortalité qui est vraiment augmenté. Ça a été noté dans plusieurs parties du monde entier. Donc ça, c'est ce qui concerne les températures. Et les phénomènes climatiques extrêmes aussi, on voit que l'augmentation des précipitations va augmenter le risque de maladies respiratoires, d'asthme, d'hospitalisation. Les inondations, on va le revoir, va augmenter de manière globale l'humidité dans ces zones, notamment côtières, et va augmenter les pathologies localement. Donc ça, c'est de manière très insidieuse et très indirecte. On va voir que l'augmentation de cette humidité change complètement les environnements intérieurs, là pour le coup, et extérieurs aussi. Et l'écosystème est vraiment modifié, bien sûr, des kilomètres carrés autour de ces zones d'inondation. Et les orages, on va en reparler, ça c'est quelque chose, c'est un phénomène climatique tout à fait particulier qui fait partie de ces phénomènes extrêmes. Alors, en parlant des infections respiratoires virales, ça, on l'observe dans différentes parties du monde. On voit que aussi bien la diminution des températures, mais l'augmentation des températures aussi augmente le nombre d'admissions hospitalières statistiquement calculées sur le plan épidémiologique. On voit qu'il y a une association entre le nombre d'infections respiratoires dues aux infections virales un peu partout dans le monde. Là, ce sont des études chinoises, mais on voit ça partout dans le monde. Donc, le risque épidémique est plus élevé et on voit qu'il augmente avec des virus. On voit dans l'actualité que on a des épidémies de virus de chikungunya, de dengue, notamment dans les Antilles, et de toutes les viroses en Afrique et puis en Asie aussi. Donc tout ça est dû effectivement globalement à ça. Donc c'est ce que remet ici les résultats de la COP. Vous voyez qu'il y a une partie sur les virus, une partie sur la chaleur et puis la pollution. Alors, je vais faire un focus sur la pollution parce que forcément c'est un élément qui vient en parallèle des discussions du changement climatique. Donc on a des effets, des piliers à la base qui rentrent dans le cercle, dans l'algorithme du changement climatique. Et donc forcément, comme cofacteur, la pollution est un élément extrêmement important. Donc il y a des conséquences, des millions de morts attribuables à la pollution. Et alors, je vais vous donner des éléments de compréhension et par rapport à ces notions-là. Donc, on va passer assez vite sur, effectivement, la déclaration des morts prématurées. Ça, c'est des chiffres que vous devez avoir en tête. 800 000 morts par an, c'est probablement sous-estimé. En France, un mort sur 1000. Alors, excusez-moi, les diapos sont en partie en anglais parce que je fais ce cours ailleurs en anglais. Et donc, désolé, on va passer ça. Ce sont des chiffres qui donc disent qu'effectivement, la pollution de l'air tue moins que le tabac, mais quand même plus que l'alcool ou les accidents de la route. Donc, c'est une notion qui maintenant est bien ancrée dans les esprits, mais quand on parlait de ça il y a 10-15 ans, il y avait encore des doutes dans les esprits des gens, et notamment même des soignants ou des décideurs politiques. Donc là, on a vraiment beaucoup de data pour dire qu'il se passe quelque chose. Et donc la pollution de l'air, ce n'est pas simplement des particules qui viennent des activités anthropiques, mais aussi on a un phénomène climatique
qui impactent énormément cela, ce sont les méga-feux. Hein. Il y a des études donc, assez récentes qui montrent qu'à l'issue de ces feux-là, on voit eh bien, une augmentation de l'inflammation et de la pathologie respiratoire dans les semaines qui suivent. Donc il y a vraiment une conséquence pour les populations qui sont autour et environnantes. Alors, donc ça c'est très important. C'est-à-dire que ce tableau-là, on doit vraiment l'avoir en tête. Je crois qu'il y a un clic là pour montrer les différents cadres. La taille des particules eh bien, nous permet de comprendre la teneur des pathologies et au niveau de l'information et des décisions politiques, c'est extrêmement important. Donc, hop, suivante. Donc, c'est pour... Voilà. Donc là, premier cadre, les PM10, donc c'est les tailles des particules. Quand on parle des PM10, vous voyez, je vous ai mis un cheveu là en tige noire et vous voyez que la taille, c'est bon, c'est à peu près ça quoi, par rapport à un cheveu. Donc le PM10, vous devez vous rendre compte, sont des particules assez grossières en fait. Hein, quand vous avez de la pollution due au trafic de la circulation en ville, on va dire que les PM10 sont beaucoup diminués hein, grâce aux filtres, aux nouveaux types de véhicules. Donc, quand on communique sur les PM10, bien sûr, on voit qu'il y a moins de pollution, entre guillemets, en ville par rapport à ces particules-là. Mais quand on va un peu plus loin, c'est-à-dire que vous prenez les PM2,5, merci, là, on est sur des tailles, vous voyez, de 2,5 microns, on est sur des tailles de bactéries, donc c'est ce qu'on appelle les particules fines. Donc, vous voyez, c'est le petit rond rouge, les PM2,5, et qui, quand on compare au PM10, vous voyez, c'est encore beaucoup plus petit, c'est des petits grains autour du cheveu, et même encore plus petits par rapport aux grains de sable que vous avez à côté. Donc là, on est sur les particules fines. Donc déjà là, on a un peu moins de progrès sur la pollution. Donc ce sont des chiffres qu'il faut bien regarder. Et là, c'est le plus important, le troisièmement, c'est ça. Ce sont les particules ultra fines. Donc là, on est, vous voyez, entre le globule rouge et le virus. Hein. C'est du 0,1. Suivante, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc vous avez les PM10 qui sont arrêtés souvent sur les voies respiratoires hautes. Et donc là, on a potentiellement une altération des fonctions respiratoires pulmonaires. Vous avez les PM2,5 donc, qui descendent un peu plus loin, donc ils ont une action inflammatoire bien sûr locale, hein, là où ça impacte au niveau des yeux, des voies respiratoires ORL, des bronches, la peau aussi, on a démontré que c'était influencé. Et puis vous avez les PM0,1 qui vont beaucoup plus loin. Donc suivant, je vais vous montrer ça. Les PM0,1, vous voyez, qui descendent dans les bronches, les poumons, au niveau des petits sacs alvéolaires, où c'est là où il y a les échanges avec les vaisseaux sanguins, et ça passe la paroi alvéolaire et donc des vaisseaux sanguins, les petites boules oranges, les PM0,1, et c'est pour ça qu'on va diffuser cette pollution dans l'organisme au plus loin des organes. Suivante. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est ça. Suivante. C'est que les particules ultra fines, les PM0,1, c'est ça qui donne des dégâts dans l'ensemble de l'organisme. Suivante. Vous avez les fines, les 2,5 qui donc impactent sur les voies respiratoires. Suivante. Et les PM10, les grosses particules sur les parties hautes, hein, c'est celles qui viennent irriter beaucoup. Donc c'est pour ça que dans les politiques de surveillance, et notamment quand vous regardez un petit peu sur la ville de Paris, on peut effectivement se féliciter du fait qu'il y a une diminution de ces grosses particules, mais notez bien qu'on ne communique pas trop sur les particules ultra fines parce que d'une part, on manque de données cruellement, et d'autre part, c'est ça qui fait le plus mal. Je passe à la suivante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces petites particules vont au niveau des tissus et les infiltrer et rester longtemps et donner de l'inflammation. C'est pour ça que, suivante, vous allez voir ces données de la pollution, entre guillemets, statistiquement sortir avec des tas de pathologies qui n'ont pas forcément à voir avec le respiratoire. Donc, cette dysimmunité, il faut rajouter bien sûr des gènes de susceptibilité, hein, parce que tout le monde n'est pas impacté. Mais dès que vous avez des gènes de susceptibilité aux maladies, de l'inflammation, et à cela, on rajoute une perturbation des microbiotes, une dysbiose, qu'on appelle une dysbiose en fait,
vous avez un déclenchement potentiel de ces maladies qui peuvent être accélérées par ce qu'on appelle des immunomodulateurs. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que potentiellement la pollution ou d'autres facteurs viennent donner un coup de pied dans le système immunitaire et va, voilà, vous voyez sous le parapluie, déclencher aussi bien de l'asthme, de l'allergie, mais vous voyez qu'il y a sous le parapluie des pathologies telles que l'autisme, la dépression, le cancer, les maladies neurologiques, l'obésité, qu'on ne pensait pas liée à ça, le diabète, les maladies inflammatoires, les maladies cardiovasculaires, les AVC, etc. Pourquoi ? Parce que dans tous ces éléments-là, vous avez de l'inflammation. Et dès que vous avez de l'inflammation, c'est-à-dire que vous avez une perturbation immunitaire. Donc tout ce système immunitaire va être, on va dire, gêné par ces éléments-là. Suivante. Donc, c'est pour ça que quand on regarde les statistiques, on voit que l'exposition au PM2,5, eh bien, on voit qu'il y a un risque augmenté de, par exemple ici, de maladies cardiovasculaires et de décès dus aux maladies cardiovasculaires. Donc, il y a une vraie corrélation. Là, c'est une étude chinoise à Shanghai qui montre ça. Les Chinois ont vraiment été très, très forts en termes de publications et d'études sur la pollution parce qu'ils sont vraiment très atteints par ça. Ils voient qu'il y a des conséquences sur la population et donc ils font des choses vraiment formidables en termes d'évaluation de cette pollution. Et puis les mesures, on verra aussi après derrière, sont vraiment là aussi. Suivante. Les maladies cardiovasculaires, donc là je vais passer un petit peu en revue pour vous dire, bon voilà, donc il y a une influence, donc la littérature est très riche par rapport à ça, pollution, maladies cardiovasculaires, suivante, sur le cerveau qu'on n'imaginait pas avant, aussi bien les accidents vasculaires dès qu'il y a de l'inflammation, suivante, et puis les tumeurs aussi, le cancer. Je passe aussi sur les maladies auto-immunes. Avant, on ne pouvait pas imaginer que, par exemple, une maladie rhumatologique puisse avoir comment dirais-je, l'influence de la pollution sur ces poussées inflammatoires. L'ostéoporose aussi, suivante. Et vous avez ça aussi sur la croissance, sur les organes en cours de multiplication des enfants. Donc vous imaginez, et donc ça a été mis en évidence lors des Jeux Olympiques où, par exemple, à Pékin en 2008, en coupant la circulation pendant un certain temps, ils ont regardé, ils ont comparé les poids de naissance, le développement des enfants, des jeunes mamans à ce moment-là, et ils ont vu qu'il y avait une différence significative alors qu'il n'y avait pas de circulation. Donc ça, c'est très intéressant de voir que la pollution a une influence sur le développement des enfants. Suivante. Alors, qui sont les victimes de cette pollution? Suivante. On a des groupes à risque qu'on a mis en évidence dans les cohortes. Et ben, ce sont les extrêmes, les âges extrêmes, les tout petits et puis les personnes âgées. Les tout petits parce que leurs organes sont en cours de construction et les personnes âgées parce qu'elles ont les défenses qui diminuent. Donc avec toutes les pathologies que je vous ai montrées. Suivante. Et donc voilà, quand on regarde par exemple la mortalité par rapport au PM2,5, on voit que les extrémités, et notamment beaucoup plus les personnes âgées, sont impactées par ces pics-là. Mais on voit que les enfants aussi, en pâtissent aussi. Suivante. Alors ça, c'est des extraits de la cohorte de Paris. On a une cohorte d'enfants nés à Paris que l'on suit depuis X années et qui sont un sujet d'étude tout à fait intéressant parce qu'ils ils subissent la pollution. Donc on voit qu'il y a de l'asthme et puis il y a pas mal d'allergies chez ces enfants-là. Suivante. Et en fait, le résultat surprenant et assez fort, c'est que les fonctions respiratoires que l'on mesure chez ces enfants-là, eh bien, elle est vraiment atteinte, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une atteinte pulmonaire bronchique chez ces enfants qui sont allergiques au pollen et qui sont soumis à plus de pollution en fonction de leur lieu de vie, par exemple. Donc ça, ce sont des données qui nous montrent vraiment qu'il y a un impact conjoint de la pollution et de l'allergie à Paris. Alors, quelque chose de totalement nouveau et qui donc donne lieu à de plus en plus d'interrogations et de travail, mais on le suspectait déjà, mais là on a vraiment des choses intéressantes, ce sont les microplastiques. Et ça fait vraiment très peur.
Notamment, vous voyez qu'à gauche, on a des extraits dans l'air. En fait, on filtre l'air et on regarde un peu ce qui nous arrive en dehors des particules de pollution de la circulation. Eh bien, on retrouve du plastique, des nanoparticules de plastique dans l'air, c'est-à-dire qu'on respire quand même ces microplastiques. En Chine notamment, ils ont montré dans des lavages broncho-alvéolaires que il y en a vraiment beaucoup. Et ces particules-là viennent se mettre dans les organes, comme c'est montré là, et participent suivante à une modification potentielle de l'action du système immunitaire. Donc là, c'est une notion tout à fait nouvelle qu'on appelle maintenant le placenta, c'est-à-dire que dans le placenta des bébés, eh bien, on a déjà la présence de ces éléments étrangers qui probablement viennent modifier et perturber le fonctionnement vital de ce placenta, et notamment sur le plan de vue immunitaire, toxique. Donc, on se pose beaucoup de questions sur ces éléments-là. Donc, les études sont en cours, mais c'est quand même assez inquiétant. Suivante. Donc, les maladies respiratoires, parce que c'est essentiellement autour de ça qu'on discute là, c'est quand même beaucoup d'asthme. Et les projections de l'OMS, quand même, c'est que ça va augmenter de manière inexorable. Les infections respiratoires, on en a parlé. La BPCO, ce qu'on appelle la BPCO, c'est les bronchopneumopathies chroniques obstructives, qui ne sont pas simplement dues à l'exposition tabagique, mais qui peuvent être vraiment aggravées par la pollution intérieure et extérieure. Donc les tumeurs des poumons et la mucoviscidose, bien sûr, qui atteint beaucoup de personnes. Suivante. Donc, ce qui nous préoccupe, c'est ça, c'est qu'il y a quelques années, l'OMS nous disait dans ses études de projection, la moitié de la population sera allergique en 2050. Je dirais qu'on a pris ce chiffre avec, on s'est posé des questions. Et en fait, depuis quelques années, on va dire 2-3 ans, on voit que malheureusement, cette prophétie se réalise de manière très directe, parce que dans nos centres de consultation, c'est l'enfer. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais on voit, d'ailleurs, vous devez le voir autour de vous, depuis là, les beaux jours, là, ça commence de manière assez forte. Suivante. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ces particules biologiques qui viennent modifier, bien sûr, notre système immunitaire, et avec l'appui d'éléments environnementaux, des polluants, de la température. On va regarder ça un petit peu en détail. Je vais vous décrire cela. Donc, ces grains de pollen vont en ville, c'est comme les souris des villes et de la campagne, ces pollens-là, en ville, vont se charger de particules de pollution et modifier totalement leur activité. Elles vont éclater plus facilement, elles vont même accompagner les allergènes au plus profond des voies respiratoires et modifier leur activité sur notre système immunitaire. Déjà que la pollution augmente la réactivité immunologique, ça a été démontré, la perméabilité par rapport aux muqueuses respiratoires, l'activité bronchique, l'irritation, etc. On va regarder ça. Donc, suivante. Alors ça, c'est intéressant, c'est ce qui se passe en direct. Donc, dans ce travail-là, à Paris, on a regardé les concentrations de pollen, les pics de NO2 qui correspondent à des pics de pollution, et puis les appels au secours à SOS Médecins, par exemple. Donc, on voit qu'il y a une corrélation entre tout ça. C'est-à-dire que quand vous combinez un pic de pollen, un pic de pollution, et bam, vous avez beaucoup plus d'appels médicaux, de crises respiratoires, d'urgence. Donc, vraiment, il y a un effet combiné des deux sur la consommation médicale. Suivant. Alors, donc on s'est posé cette question, on s'est dit, mais c'est fou, notre activité, la demande s'est modifiée en gros depuis le Covid, en fait. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? On ne sait pas, mais depuis le Covid, on voit que d'année après année, il se passe quelque chose. Donc j'ai interrogé les allergologues français, et je leur ai demandé, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On a fait une enquête, et donc ils disent, oui, mais ça augmente très fort.
et on voit qu'il y a une augmentation des patients et de la sévérité des symptômes, pas simplement l'augmentation des patients. Suivante. Et donc, bon, bien sûr, c'est une enquête, mais quand même, c'est quand même assez significatif. Il y a plus de syndrome oculaire, bronchique, donc de l'asthme. Et ce syndrome oculaire, c'est vraiment insupportable en fait. On a envie de s'arracher les yeux. Avoir de l'inflammation dans l'œil, c'est vraiment quelque chose de très impactant en fait. Et puis de l'asthme pollinique. C'est ça qui nous inquiète le plus. Suivante. Et donc, dans la série de questions, est-ce que tu penses qu'il y a un allongement des saisons? Est-ce que là, vous voyez que bam, quand même, le camembert, il est bien bleu. Hein. Donc, tout le monde constate effectivement que c'est plus long, travaille plus. Il y a plus de plaintes plus long dans l'année. Et les orages polliniques, on en reparlera tout à l'heure. Effectivement, c'est des phénomènes qu'on voit de plus en plus. Et donc, les dosages et puis les stats montrent bien qu'il y a une augmentation du nombre de patients, d'une part, qu'il y a une sévérité clinique qui est vraiment liée à la concentration des pollens, qui sont des données qui viennent du RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique. Je vous dirai un mot à la fin, mais qui vient d'être dissous. Donc, on n'a plus les données. Là, on est un peu en roue libre. Mais on voit que les concentrations sont bien corrélées. Suivantes. L'ambroisie, c'est un exemple extrêmement parlant. Hein. Donc, vous savez que c'est une espèce qui nous vient des États-Unis, qui se disperse de manière extrêmement facile, qui est transportée en gros par les engins, mais pas simplement les semences contaminées. Même là, récemment, on a vu que les graines pour les oiseaux qu'on donne contiennent par contamination des graines d'ambroisie. Enfin, il y a un tas de façon, mais tout simplement parce que le pollen, il est très abondant, il vole extrêmement bien. Suivante. Et donc, je dirais que le pollen d'ambroisie, c'est comme va rendre très vite allergique. Hein. C'est un peu comme la très forte cocaïne ou du fentanyl, c'est-à-dire que bim, vous devenez allergique ou dépendant très rapidement. C'est pour ça que les campagnes d'arrachage, c'est vraiment... Il faut se protéger, quoi. On ne fait pas ça comme ça. Suivante. Donc, il y a des espèces d'ambroisie présentes en France. 3 d'entre elles sont classées nuisibles à la santé humaine. Donc, je vous inviterai à regarder un petit peu comment on différencie tout ça. Suivante. Donc, on a une bonne iconographie pour dire à quoi ça ressemble. Il y en a partout, vous allez voir, autour de vous, vous ouvrez l'œil, dans les champs, au bord des routes. Il y en a vraiment partout. Suivante. Et donc, on voit l'évolution depuis les années 90. Au début, c'était le long de l'axe du Rhône, et vous voyez que ça remonte le long des voies ferrées, des autoroutes, etc. Ça trace vraiment très bien. Et là, encore, ces cartes-là sont pas les dernières, mais on voit qu'on en voit dans la région parisienne, dans le nord, même en Belgique, ça commence. Donc, c'est vraiment un poison. Hein. C'est-à-dire que ça rend très vite allergique, et les gens qui viennent pour des allergies à l'ambroisie, on se tape déjà la tête, la main sur le front en se disant bon, ça va être compliqué. Suivante. Donc, l'État s'en est mêlé. Vous savez que à l'Assemblée nationale, elle a été déclarée comme plante nuisible. Il y a des décrets, donc c'est sérieux. Il y a des campagnes d'information, des associations, des observatoires suivantes. Vous pouvez du coup déclarer, signaler à l'État, aux associations où est-ce qu'il y en a, et en fait, on va essayer d'organiser des campagnes d'arrachage. Suivante. Alors, vous voyez que l'ambroisie progresse beaucoup et va progresser très fort. Vous voyez, là, dans les décennies à venir, il va y avoir une percée vers l'Est, vers la Russie. Hein. Donc, eux, ils nous envoient TikTok et des fake news. Nous, on va leur envoyer l'ambroisie. Et suivante. Et donc, ça va faire très mal. Vous voyez que la projection des futurs allergiques au pollen d'ambroisie va rougir la carte de manière assez significative dans les décennies à venir, et effectivement le coût va être énorme en termes de santé publique. Suivante. Donc le grain de pollen de l'ambroisie, c'est vraiment le pollen du turfu, comme disent nos enfants, parce que l'augmentation du CO2 favorise c'est l'allergène. Ça a été montré de manière
expérimentale. Le stress hydrique aussi augmente les concentrations de pollen. Et puis, bien sûr, le mètre carré, donc, la répartition, vous l'avez vu. Les températures augmentent aussi la teneur en BA1, c'est la protéine en fait, qui rend allergique suivante. Donc, ça explique un peu tout ça. Donc, le travail expérimental de culture sous CO2 augmenté montre qu'il n'y a pas que l'ambroisie. Hein, on voit qu'il y a une augmentation des concentrations d'aspergillus, c'est-à-dire de moisissures aussi suivantes. Donc, je passe ces travaux-là. Donc, ce sont des travaux extrêmement intéressants. Vous voyez qu'on n'hésite pas sur les moyens. Par exemple, là, c'est le chêne du Japon sous CO2. Il démontre que les grains de pollen sont multipliés par 13 dans ces cages. Et c'est pour ça que le Japon organise des déforestations, mais vraiment drastiques, de ces arbres qui ont été plantés après-guerre. Et donc, ça a été une erreur. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de moyens parce que ça atteint la population de manière extrêmement violente. Hein. Donc, ils coupent des forêts entières de chênes. Suivante. Donc, très rapidement, pour montrer que les températures augmentent les concentrations de pollen. Suivante. Et on voit les courbes qui sont vraiment très, très, très fortes pour le pollen de bouleau notamment. Suivante. Donc là, pareil, on a un allongement de la période pollinique et puis une augmentation des concentrations. Donc, c'est plus fort et plus long. Suivante. Alors, vous voyez que, bien, il va y avoir une migration des espèces, des projections. Aujourd'hui, vous voyez sur la carte, il y a une régression d'un certain nombre d'arbres, et puis d'autres vont prendre le dessus, l'ambroisie, l'olivier, ça va modifier le paysage agronomique, parce qu'on va voir une modification suivante, et qui est programmée, c'est-à-dire qu'à chaque degré de température, on va avoir une translation de tout ça de 200 km vers le nord et de montée en altitude de 150 mètres. Donc ça, ce sont des projections. Modification totale du paysage des arbres. Suivante. Voilà, donc ça sont différents travaux qui montrent effectivement que pour les différentes espèces, on a un allongement, une avancée et une augmentation. Suivante. Pareil, toutes les études montrent que toutes ces espèces-là relarguent beaucoup plus. Comme si elles se défendaient, suivante, un peu contre ces éléments climatiques. Donc ça, c'est la carte de France l'année dernière, à la même époque, et boum, on a les graminées qui sont sorties d'un coup. Donc à ce moment-là, beaucoup de crises d'asthme. Donc ça, c'est ce qui va nous arriver dans les semaines qui viennent. Suivante. Alors, un phénomène climatique qui est préoccupant. Donc, ce sont ce qu'on appelle les orages de pollen. Donc, ça, dans la littérature, on voit que ça a été décrit à plusieurs endroits, en Angleterre, etc. Suivante, je vais vous donner l'exemple de Melbourne 2016. Melbourne 2016, fin d'après-midi, les gens rentrent du travail, il fait chaud, il a bien plu dans les semaines précédentes, donc c'est un peu humide. Et boum, tout d'un coup, orage. Et là, phénomène incroyable. En 1 ou 2 heures, des crises d'asthme, mais par milliers, vous voyez, 3300 admissions en essai, mais c'est juste inimaginable. Tout d'un coup, le service de réa totalement débordé, 35 entrées, et puis 10 décès avant d'arriver à l'hôpital. Et alors, ce qui était assez frappant quand on regarde l'étude de près, c'est qu'il y a des gens qui ont fait de l'asthme alors qu'ils n'en ont jamais fait avant. Et ça, c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu allergiques, bon, mais que les voies respiratoires se soient réveillées, ça c'est un phénomène qui ne s'est jamais vu auparavant. Et donc tous ces éléments-là, suivantes, sont assez impressionnants. Qu'est-ce qui se passe sur un plan de vue mécanistique? On a sous le cunum, sous le cumulonimbus, une forte perturbation locale, avec des particules qui sont brassées électromagnétiquement et puis par les vents. Et avec l'humidité locale, les grains de pollen se gonflent, se chargent et explosent. Et le tout est renvoyé très fort vers le bas. Et donc, on a une concentration phénoménale de particules et toxiques, et allergisantes, et irritantes, donc qui donnent tous ces phénomènes-là. Suivante. Alors, c'est intéressant parce que ce sont des phénomènes qu'on commence à voir sur notre territoire. À Nantes, en 2013, ça a été décrit, mais probablement totalement sous-estimé parce que pas très fort, en fait. Suivante. Et là, l'année dernière, en région parisienne,
donc quelques articles de journaux. Pour vous dire, effectivement, on a eu des témoignages de collègues aux urgences. Ils étaient bien surpris, en fait. Hein. Et donc ça va arriver, ça va augmenter. Pour l'instant, pas de choses dramatiques, mais on va en entendre parler. Suivante. On a donc ça va aussi en parallèle à des phénomènes que l'on peut voir maintenant. Ça, c'est fou, ça. Avec des images satellites, on voit les nuages de pollen, notamment ici de bouleau, qui circulent dans toute l'Europe. Hein. Le bouleau, ce n'est pas le bouleau du jardin d'à côté. Hein. Ce sont des nuages entiers qui viennent des forêts du nord, de l'est. Donc, eux, ils nous envoient le bouleau, nous, on leur enverra l'ambroisie. Et donc, c'est visuel par satellite. On a des modélisations qu'on peut faire maintenant, des prévisions qu'on peut faire aussi suivantes. Et donc, quand on regarde aussi les analyses de l'air, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de champignons, de spores fongiques qui voyagent aussi dans les airs et qui sont potentiellement allergisantes et toxiques. Et donc, avec les phénomènes d'inondation, ici, à Katrina, on voit que l'humidité favorise l'augmentation de la prolifération des moisissures à l'intérieur et à l'extérieur aussi dans ces territoires-là. Suivante. Et dans les poussières, il n'y a pas simplement que des matières organiques, il y a aussi des matières minérales. Et donc, on a ces tempêtes de poussière qui augmentent et qui donnent aussi des maladies, enfin, qui augmentent aussi l'incidence de l'asthme et des pathologies respiratoires. Suivante. Alors là, je vais parler d'un autre aspect qui est intéressant aussi, c'est le côté, on va dire, positif aux biodiversité. Alors déjà, un constat. Donc ça, c'est mon ancien maître qui avait fait ce papier, pas de cause à effet, hein, mais juste de mise en perspective du fait que il y a moins de maladies, il y a moins d'exposition, et d'un coup, il y a une explosion durant ces dernières décennies des maladies dites immunes, le système immunitaire. Donc là, vous voyez l'asthme, le diabète, etc. Donc forcément, l'équation est très compliquée entre les deux, mais quand même un beau constat qui a fait un beau papier. Suivante. Et donc, on se disait, tiens, ça, c'est probablement l'effet de modification de notre mode de vie, de la vie western, de l'Ouest, avec une corrélation sur les cartes du PIB, du développement, etc. Mais c'est plus complexe que ça, en fait. Suivante. Alors, et pour illustrer cela, on a des exemples dans le monde où on a étudié des populations qui partageaient sur le plan génétique le même background, mais qui, sur le plan de vue environnemental, avaient eu des modes de vie totalement différents. Et donc là, l'exemple aux États-Unis des Amish et les Utérites, leurs cousins, est très intéressant, où en fait, dans le mode de vie traditionnel chez les Amish, on avait récupéré leur poussière et on a injecté ça à des souris pour regarder un petit peu l'effet immunitaire qu'on avait. Et pareil, chez les Utérites, on a récupéré la poussière de maison qui en fait ressemble à la nôtre, hein, celle de nos appartements. Et on voit que dans le modèle murin, elle provoque des maladies. Donc, alors que chez les Amish, elle protège. Donc ça, ce modèle-là, suivante, on l'a reproduit dans nos cohortes européennes, en Franche-Comté, en Suisse, en Autriche, où effectivement on a des modes de vie où dans la même ville, on peut avoir des gens qui sont à la ferme avec la maison au-dessus, qui boivent le lait direct de leur vache, et puis leurs cousins qui vivent en ville à côté dans des appartements comme nous. Et donc on voit que effectivement, ces très belles courbes de ces beaux papiers montrent que plus vous avez des bactéries et des champignons dans votre environnement immédiat, et moins vous avez une maladie. Suivante. Donc, on voit que l'environnement, il peut y avoir un effet préventif qui passe probablement par le microbiome, l'exposition aux allergènes, et puis peut-être la pollution vient jouer en plus un rôle. Suivante. Donc, un autre travail montre que, quand on prend des cartes satellites et qu'on regarde les espaces verts et qu'on fait une corrélation entre espaces verts, variation du microbiote que l'on prélève chez les gens et l'incidence de maladies, il y a une corrélation en fait. Hein. C'est-à-dire que plus vous avez d'espaces verts, moins vous êtes malade, pour résumer très, très rapidement. Suivante.
Donc ça a été travaillé aussi dans une autre cohorte qui ressemble à celle américaine, mais là c'est chez les Russes aussi. Donc ces histoires d'annexion de territoire a toujours son lot intéressant d'études derrière de conditions environnementales des populations. Là, par exemple, ce sont en Carélie, hein, vous vous souvenez de cet épisode russe d'annexion, en Finlande, et vous voyez qu'en les suivant, en prélevant leur microbiote, en regardant un peu leur mode de vie rural ou urbain, eh bien, on a une différence de composition de ces microbiotes cutanés suivantes. Et on a une corrélation aussi par rapport à l'espace vert et à la modification de la composition de ces microbiotes. Donc, environnement, modification du microbiote, et donc éducation du système immunitaire qui est totalement différente, et donc mise en place de maladies. Donc, la biodiversité, c'est ça qui vient aussi réguler ce qu'on appelle l'homéostasie des barrières du corps, la régulation immunitaire. Donc c'est extrêmement important. Donc là, on a vraiment des données géographiques pour dire qu'il y a une influence eh bien, de ce qui se passe vraiment autour de nous et de manière très directe. Suivante. Donc, vous combinez cela à une porosité des barrières, c'est comme ça que je le présente aux patients qui sont atopiques, c'est-à-dire qu'il y a une programmation génétique pour avoir une sorte de défect au niveau des barrières qui va faciliter la mise en place de ces maladies, notamment allergiques, suivantes. Et on voit, donc ça c'est une notion très récente, que nos barrières sont malmenées par des éléments chimiques. Donc il y a pas mal de papiers qui sortent sur les détergents, sur ce que vous mettez dans votre lave-vaisselle, sur pourquoi pas les dentifrices, etc. Toutes ces bonnes cochonneries chimiques eh bien, altéreraient ces barrières et pourraient être des bons cofacteurs à la mise en place de ces pathologies suivantes. Et ça, c'est super important. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est que l'altération des barrières, la modification du système immunitaire et de ces cofacteurs viennent jusqu'à... Donc ce tableau-là, il y a quelques années, on ne pouvait pas le présenter. Hein. Les gens probablement étaient forcément très sceptiques. Mais là, on peut dire qu'effectivement, les maladies barrières à gauche, avec la dermatite atopique, l'asthme, etc., les maladies métaboliques, l'obésité, le diabète, etc., est impacté, et même les maladies rhumatismales, et puis les maladies neuropsychiques. Donc, c'est vraiment, vraiment passionnant l'exploration de cette ère-là. Suivante. Donc, on a un effet environnemental intérieur et extérieur qui viennent jouer sur le mécanisme biologique. Donc, je ne rentre pas dans les détails, ça c'est de la bio pure, mais c'est vraiment passionnant. Suivant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, je vous ai dit, ce système immunitaire qui vient réguler tout dans notre corps, métabolique, maintenance des défenses, tolérance, etc., suivante, est lui-même sous l'influence de notre cerveau, c'est-à-dire de régulation neuro-hormonale. On sait que c'est extrêmement complexe, toutes les hormones, bon, celle qu'on connaît le mieux, c'est le cortisol, bien sûr, du stress hein, qui vient jouer sur le système immunitaire, mais c'est réglé vraiment de manière ciselée par organe et par système suivant. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est super complexe, mais bon, vous voyez que dans la presse et dans la banalisation, dans la vulgarisation, pardon, on parle du deuxième cerveau, la relation directe entre le cerveau et le tube digestif. Mais là, c'est vraiment essentiel, hein, l'éducation du système nerveux autonome, du microbiote par rapport au système immunitaire et neurologique. On commence tout juste à comprendre ce qui se passe, en fait. Hein. Suivante. Donc, ça explique pourquoi on a ces symptômes psychosomatiques hein, que vous observez autour de vous et chez vous au quotidien. Eh bien, on a des effets sur tous les organes via tous ces mécanismes immunitaires ou du système nerveux autonome suivante. Donc, tout ça pour venir au point suivant, c'est que le neuropsychique joue un rôle très important et c'est ce qui nous intéresse. Je travaille donc pour l'Institut de recherche biomédicale des armées et donc le stress post-traumatique et ses conséquences, eh bien, on peut voir qu'il y a des effets modulateurs dans un sens ou dans l'autre. Suivante. Donc, vous voyez que, bah oui, le changement climatique affecte l'état mental, notamment de nos jeunes. C'est catastrophique hein, pour
Donc, vous voyez qu'il y a l'anxiété, la dépression, etc., surtout post-Covid, hein, qui a été vraiment un élément destructeur pour nos jeunes. Pas tous, mais quand même une bonne partie a laissé des plumes dans cette histoire. Et on voit qu'effectivement, il y a une préoccupation, il y a une anxiété, la solastalgie ou l'éco-anxiété, etc. Donc, joue un rôle dans cette histoire. Donc, vous voyez que par ce biais-là, il y a une action sur le système immunitaire qui est indéniable. C'est pour ça aussi qu'on a une explosion des pathologies. Ce n'est qu'un cofacteur, on est d'accord. Suivante. Et donc, c'est pour ça que ça doit être pris en charge dans, je dirais, dans l'algorithme du soin par rapport aux patients et de manière même globale. Hein, suivante. Alors, quelle piste, quelle stratégie? Donc, des mesures personnelles, hein, parce que les mesures générales, ça, c'est vous qui allez le mettre en place dans vos talents respectifs. Hein, mais qu'est-ce qu'il faut faire à notre niveau? Il faut, bien sûr, faire ce que l'on fait actuellement d'ailleurs, l'information à la santé, donner les bons éléments, essayer d'amener les gens à une modification de leurs habitudes au fil du temps, parce que vous avez vu que l'atopie en fonction de l'environnement, c'est des adaptations de ses fragilités par rapport à son environnement, ses expositions, des protections par rapport à ses environnements, limitation de la pollution, etc., l'air intérieur, extérieur, alimentation, la peau, tous ces perturbateurs, ces polluants, ces disrupteurs. Il y a des environnements protecteurs, on a démontré ça, donc ça c'est vraiment quelque chose pour lesquels il faut se battre, la protection de nos barrières, la peau, les voies respiratoires, et puis la commande neuropsychique, c'est-à-dire la prise en charge du stress, de nos états neuropsychiques. Je vais donner quelques exemples, on va avancer, parce que là on arrive sur la fin. Donc les mesures générales, je ne rentre pas dedans, bien sûr, mais c'est le militantisme, la pollution, le CO2, les espaces verts, etc., blablabla. Donc ça, c'est bien sûr facile. Donc il y a des choses assez bien faites et dessinées. Là, c'est la grande métropole de Lyon qui a fait un beau travail d'infographie. Vous avez des exemples assez bien qui résument un petit peu voilà, les priorités. On parle bien de santé mentale. C'est bien que ça rentre dans l'algorithme suivante. Alors, donc, quelques initiatives. Par exemple, là, pendant les JO, ils ont posé des épurateurs d'air. Vous avez peut-être vu ça en vous promenant dans le village olympique. Et donc, ça a été évalué, ces gros édifices, ces gros parasols là, qui étaient équipés d'épurateurs d'air. Ils ont calculé qu'à peu près 20% de diminution des PM10 et 2,5 perceptibles jusqu'à 4 mètres. Donc, ce n'est pas énorme, mais bon, voilà. Je pense que c'est par rapport suivante à ce que Monsieur Fanti, on va arriver à la fin. Je veux bien que vous résumiez en une minute. Oui. Alors, juste, je vais terminer ça. Par rapport, alors ça c'est les initiatives parisiennes, donc ça n'a pas été démontré, mais vous voyez que par rapport à ce que font les Chinois, notamment à Xi'an ici avec cette tour de 60 mètres de haut qui filtre jusqu'à 10 millions de mètres cubes d'air, donc ça n'a rien à voir en termes de taille, et donc ils baissent quand même de 20% les PM, les PM2,5, mais à grande échelle, quoi. Bon, donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est un topo qui dure 3 heures, mais je voulais que vous ayez quelques notions en tout cas. Voilà, donc ça c'est un des cours que je fais à l'école polytechnique notamment. Donc bon, c'est bien que vous ayez quand même quelques clés en main pour comprendre et pouvoir discuter entre vous de choses qui soient vraiment plus précises, quoi. Voilà, merci à vous. Bien. Merci pour cette présentation très riche et fort intéressante avec des liens qu'on ne suspecte pas forcément au premier abord. Donc vraiment, je vous remercie pour cette présentation. Vous pouvez, dans le chat, on va prendre un petit peu de retard, on va se donner 10 minutes de plus pour vos questions. Donc n'hésitez pas à les formaliser par écrit. Parce que sinon, à l'oral, ça va être la cacophonie, donc on a coupé tous les micros. En attendant qu'elles arrivent, Nathalie, est-ce que tu as une question? Oui, je regardais, il n'y a pas de questions. Ah oui, voilà, si, une première question
de Laurent Zimmer. Est-ce que les protocoles de désensibilisation changeront dans le futur? Alors, j'imagine que c'est des sensibilisations allergéniques qui déjà sont assez satisfaisantes parce qu'on a vraiment maintenant des données médicales. On met en place de plus en plus de désensibilisation contre des pollens, des allergènes comme les acariens, les moisissures, etc. Et qui fonctionnent très bien parce qu'on a vraiment adapté par rapport aux pressions climatiques. On a adapté les protocoles, oui, donc on augmente les doses, on les fait plus longues, on a des capacités de diagnostic sur l'allergène qui sont beaucoup plus précises et on a des taux de succès qui sont vraiment très très forts déjà. Mais c'est vrai que la pression climatique fait qu'on ne dit plus aux gens, aux patients, ben, on va vous désensibiliser. D'ailleurs, c'est un très mauvais terme, mais on va limiter la casse. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'asthme, d'autres allergies, de nouvelles allergies et un impact fort de la rhinite allergique, c'est-à-dire ben, baisse de la productivité, fatigue, on va améliorer grandement la situation et vous aurez un reste à charge, si je puis dire, beaucoup plus léger. Hein. Et alors, ce qui nous préoccupe, c'est surtout les enfants. Parce que les enfants allergiques au pollen, on les voyait à l'époque, ça y est, je fais mon vieux là, mais vers l'âge de 6-7 ans. Mais là, on a des enfants pour lesquels on a des symptômes de rhinite allergique dès l'âge de 1 ou 2 ans, ou 3 ans, ce qui fait vraiment mal au cœur et donc ont des conséquences terribles pour leur développement déjà. On voit qu'il y a parce qu'ils ont le nez bouché tout simplement, des malformations faciales, du massif facial, dentaire, donc c'est catastrophique. Donc il y a des papiers qui montrent que il y a une diminution de leur capacité neuropsychique, de leur performance. Enfin, je veux dire, c'est évident, hein, vous dormez mal, vous avez les yeux qui grattent pendant les cours. Enfin, bon, c'est l'enfer. Donc effectivement, Merci. oui, donc c'est vraiment très important déjà d'accéder à ce genre de traitement. Et oui, ça change le futur. Oui, je pense que oui, c'est un bon investissement. Produits Alors moi, naturels. j'ai peut-être une question avant de redonner la parole au chat. Là, j'avais une question sur les questions d'attribution, c'est-à-dire que vous aviez parlé des PM01, donc les particules ultra fines, j'en avais pas vraiment entendu parler. Vous avez montré qu'on pouvait y avoir un lien ou qu'on commençait à tisser des liens aussi vers l'obésité et l'autisme. Et alors là, moi, j'ai beaucoup de mal à savoir comment vous attribuez. En climatologie, la science de l'attribution est une science qui monte en puissance. J'imagine qu'au niveau de la santé, c'est extrêmement compliqué, mais comment est-ce qu'on peut arriver à attribuer des liens entre ces Mhm. particules et cette Ouais, augmentation et éventuellement des risques d'obésité et d'autisme qui sont ouais, multifactoriels? bien sûr, complètement. Donc c'est pour ça que ce sont des corrélations entre des populations exposées et non exposées. Donc c'est très compliqué après de faire du modèle expérimental pour dire que voilà, ça va rentrer dans le. Mais bon, les corrélations sont tellement énormes en termes mais vous savez ce que c'est en statistique épidémiologique. On va faire des comparaisons de populations. Après, les mécanismes, on suppose que d'après les modèles animaux qu'on a, c'est la perturbation justement de ce stress oxydatif, de l'action des adipocytes et de la régulation en fait même neuropsychique des centres de régulation. Donc effectivement, toutes ces études sont en cours, mais il y a des corrélations statistiques entre. Donc c'est des stades de population exposée non exposée en fait. D'accord, il y a ça. Et ensuite, il y a le facteur explicatif, le Ouais. mécanisme derrière qu'on essaye de réguler. On a deux autres questions. Une première question qui dit: a-t-on des données genrées sur tous ces effets? Et une deuxième question qui Mm. demande si les modèles explicatifs de l'impact des pollutions aux troubles psy et aux maladies neurologiques, est-ce qu'il existe des modèles explicatifs ou est-ce que là encore ce sont Ouais. plutôt des statistiques ou des Ouais. corrélations? C'est ce qu'on vient de dire en fait, hein, c'est exposé, non exposé, et puis des constats dans des études épidémiologiques. Alors, à ce sujet, c'est assez étonnant. En fait, on trouve que par exemple, chez les sujets atopiques exposés au pollen, dans des cohortes de population, on a beaucoup plus de taux de suicide pendant la période pollinique chez ces patients-là que non exposés ou d'autres populations. Donc, quand même, il y a un impact assez fort. Et puis après, effectivement, il y a des modèles fondamentaux
d'exposition chez la souris notamment, qui montrent qu'il y a des perturbations. Hein, donc, on en est là. Mais donc, il y a quand même des données qui sont assez fortes. Est-ce qu'il y a des données genrées? Il y a des effets de genre, des effets qu'on a constatés après sans pouvoir expliquer pourquoi, mais dans certains cas, les femmes peuvent être plus atteintes sur certains aspects et en fonction de l'âge en fait. Hein. Donc il y a un effet âge et sexe aussi, mais on n'a pas de grosses différences non plus. Ça, je pourrais rentrer dans les détails, mais oui, c'est de toute façon maintenant avec les normes des études épidémiologiques, etc. Il y a cette histoire d'obligation comment dirais-je, d'interprétation des données et de mécanistique en fonction du sexe. Hein. Donc ça, c'est bien fait maintenant. Et donc, en fait, finalement, vous avez repris l'image de Bon Pote dans l'article de Kevin Jean, là, qui est intéressante. Et en fait, dans cet article, ils disent que pour faciliter finalement la transition vers des comportements qui sont favorables au climat, en fait, il faut passer par la santé. Et parce que, à la fois pour les citoyens, parce que ça les concerne directement, et aussi peut-être pour les politiques, parce que le coût évité, vous n'avez pas du tout parlé de ça, mais Oui. les coûts économiques évités peut-être en adoptant des pratiques qui sont favorables à l'atténuation du changement climatique, on pourrait peut-être avoir des coûts évités énormes et qui compenseraient peut-être le coût de l'adaptation lui-même ou de la mise en œuvre de l'atténuation. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus. Mais complètement, vous avez totalement raison. Comme dirait l'autre, ça coûte un fric de dingue. Les enjeux financiers sont énormes. Et alors, donc vous avez soulevé un point très important, c'est qu'effectivement, on le voit dans notre quotidien, le côté atteinte à la santé personnelle et la mise en relation avec les événements environnementaux sont éventuellement un déclic pour la prise de conscience et la modification des comportements. Donc ça, c'est un levier et un biais qui est assez intéressant parce que les gens vivent de plein fouet le fait que par exemple, l'exemple du pollen, par exemple, c'est flagrant. Personne ne peut décrire ou comparer ce qui se passe pour une personne qui a une rhinite conjonctivite allergique sévère au pollen, parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc là, ils se disent, vraiment, il se passe quelque chose. Et on le voit, en fait, hein, depuis quelques années. C'est vraiment 2-3 ans, c'est énorme, en fait, en termes d'accélération. Et donc les gens se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et ils font la relation avec ce qui se passe, climat, etc. Donc, et c'est un bon levier pour se dire, peut-être que je vais participer à ça. Et vous avez tout à fait raison. Maxence, peut-être on a dépassé de 10 minutes, on va peut-être mettre fin au webinaire. Là, non, mais c'était très intéressant. On a beaucoup de commentaires dans le chat vous remerciant en disant que c'était passionnant. C'était très rapide, hein, donc beaucoup d'informations à digérer en très très peu de temps. Mais si nous pouvons avoir accès à votre présentation, on pourra re-regarder ça à tête reposée. Et puis vous avez aussi donné des liens vers des articles qu'on pourra aller chercher dans la littérature. Je vous remercie en tout cas.